L'inflation poursuit son inexorable ascension, sa hausse, plus 4,8% en avril, du jamais vu depuis 1985. Jusqu'où va-t-elle bondir? On en parle avec vous, Mathieu Plane, pour l'OFCE. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Bon, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ne sait pas? Il faut être modeste. Jusqu'à quel niveau l'inflation va s'envoler? J'ai envie de dire quand est-ce que sera le pic? Et pour combien de temps ça va durer? Ou est-ce que franchement, vous ne savez pas, vous êtes dans le brouillard comme nous tous? Bon, je pense que, comme beaucoup, on est un peu dans le brouillard, même si on a quand même quelques outils pour essayer de prévoir. Effectivement, il y a énormément d'incertitudes en fait sur l'évolution de l'inflation. La première, c'est bien sûr celle des prix de l'énergie. Effectivement, un scénario dans lequel on a une stabilité des prix de l'énergie, ou même voir un reflux, on pourrait même imaginer ça, n'a rien à voir avec un scénario dans lequel il pourrait y avoir un embargo généralisé sur l'énergie russe. Et là, qu'on pourrait conduire à une augmentation des prix de l'énergie importante. Il faut quand même pas oublier que plus de la moitié aujourd'hui de la hausse des prix observée est liée à la hausse des prix de l'énergie. Donc, c'est un déterminant essentiel. Donc, c'est quand même le premier. Les prix de l'énergie, pardon, Mathieu, augmentent 26% sur un an, mais ça augmente moins qu'au mois de mars, on était à 28 ou 29. Donc, l'accélération est moins vive. Alors, l'accélération est moins vive, mais en contribution, voilà, on satisfait ce qu'on peut. Vous regardez qu'en contribution, sur les 4,8 points, c'est 2,4. Donc, c'est 50% qui sont liés à cette hausse des prix de l'énergie. Alors, c'est vrai que comme on a une forme de début de stabilité sur les prix de l'énergie, la contribution arrête d'augmenter, mais on a encore une contribution très forte. La vraie question, elle est premièrement comment ces prix de l'énergie vont évoluer, et ça, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça qu'il y a des scénarios différents. $120. Mathieu, voilà. Imaginons, on reste autour, on est à $105. On reste autour des 100, 120, 110. Alors, voilà, et donc là, si on est autour de ça, et pareil, il y a le gaz aussi, quand même, qui joue aussi beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on est autour de 100 € à peu près. Le mégawattheure, donc c'est aussi savoir comment ce prix du gaz va évoluer. La question désormais, c'est les effets de second tour dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on commence légèrement à observer, c'est-à-dire qu'on voit que, y compris dans le secteur des produits manufacturés ou des services, on a une inflation qui désormais s'approche de 3%. Et donc là, c'est vraiment la réponse au premier choc, qui est un choc lié au prix importé, et donc comment l'ensemble des composants de production de biens et services vont réagir à ça, y compris sur les salaires. Et donc c'est vrai qu'on peut imaginer en fait un effet où la dynamique inflationniste en fait change de forme, c'est-à-dire que c'est moins tiré par l'énergie, mais plus par des sous-jacents, c'est-à-dire elle est plus endogène à l'économie. Et donc c'est vrai qu'il n'est pas improbable de dépasser, y compris les 5%, on va dire, dans les mois qui suivent, et puis après on peut avoir un léger reflux, mais on est clairement sur une inflation élevée sur encore quelques mois. Sachant, Mathieu, qu'en réalité, on est déjà sur une inflation qui est au-delà de 5%. S'il n'y avait pas eu, encore une fois, les boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité, on serait, je crois que c'est Patrick Artus qui me disait ça, l'économiste, qu'on serait peut-être déjà à 6 ou 7% d'inflation, comme les petits copains en Europe, comme l'Italie, comme l'Espagne et comme l'Allemagne. Il faudrait certainement rajouter près de 2 points, je pense. Donc on serait à 7. D'inflation, 4,8. Alors, on voit que la moyenne de la zone euro est à 7,5 aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on appelle un IPCH, un indice harmonisé, et là-dessus la France est déjà au-dessus de 5. Mais on serait entre 1,5 point et 2 potentiellement. On voit que par exemple aux Pays-Bas, désormais on est au-delà de 10% d'inflation. Et donc cette inflation, elle est quand même extrêmement élevée, et forcément elle va se diffuser aussi à l'ensemble de l'économie à travers les salaires, c'est-à-dire que sinon le choc sur le pouvoir d'achat va être très très négatif. On voit qu'il y a des mécanismes d'indexation, certains, par exemple le SMIC en France est indexé, d'autres prestations sociales, et donc c'est vrai que la nature de l'inflation va se transformer, même si on n'a plus une augmentation des prix d'énergie, imaginons que ce que vous disiez, ça se stabilise, on aura quand même une inflation qui peut rester durablement élevée parce que les composantes... Et c'est quoi durablement élevé? C'est quoi? C'est 5-6% sur plusieurs trimestres? Alors, pas à mon avis. Alors, ça dépend. L'inflation telle que mesurée par l'INSEE, on peut atteindre, à mon avis, on sera assez proche des 5% encore là les mois qui viennent. On y est. On a 4,8, on peut franchir les 5. La question se pose quand même, mais bon, on peut franchir les 5, et puis après ça peut refluer autour de 4%. C'est-à-dire que la composante par contre énergie sera de plus en plus faible en fait dans cette inflation. Si les prix se stabilisent, par contre, il y aura une réaction. Si les prix se stabilisent, ça veut dire pas d'embargo sur le pétrole russe, pas d'embargo sur le gaz russe. Là, on rentre dans une autre histoire. Alors, on rentre dans une autre histoire. Maintenant, la grande question, c'est de savoir à quel point, aujourd'hui, les prix qu'on a sur le baril de pétrole ou du gaz incorporent ou pas un scénario avec un embargo. A priori, c'est pas intégré complètement, donc c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri
d'une nouvelle flambée des prix de l'énergie. Et là, effectivement, on serait dans un autre scénario. On serait encore dans un scénario où on n'aurait pas de reflux, finalement, de cette inflation, où elle pourrait continuer à augmenter et avoir une vraie dérive inflationniste, qui n'est pas le scénario privilégié aujourd'hui, bien sûr, mais la grande question... Le scénario du pire, Mathieu, le scénario du pire, ce serait donc à la fois ce qu'on dit, à savoir ce choc qui se propage à l'ensemble de l'économie, sur les produits manufacturés, l'alimentation, le prix des services, et en même temps un embargo, en tout cas, ou une guerre en Ukraine qui s'étend, qui s'aggrave, et là, pour le coup, on aurait à la fois les prix de l'énergie qui monteraient, le reste de l'économie aussi, et là, pour le coup, ça veut dire qu'on rentrait dans ce scénario noir d'une inflation, à 7 ou 8%. C'est ça, c'est-à-dire une inflation qui serait, avec qu'on n'aurait pas observé depuis le début des années 80, qui serait assez peu maîtrisée. On aurait les deux phénomènes qui seraient conjoints, c'est-à-dire effectivement cette envolée des prix de l'énergie qui viendrait contribuer encore plus positivement à l'inflation qu'on observe aujourd'hui, et certainement des effets de second tour plus forts. C'est-à-dire que sinon, plus le choc de l'énergie est important et moins il y a d'effets de second tour, plus l'effet par contre sur le pouvoir d'achat va être négatif, et donc plus il y aura aussi un choc sur le PIB. Donc il n'y a pas de bonne solution, c'est ça qui est très compliqué, ou alors il faut compenser d'un point de vue budgétaire et ça coûte très cher. Ça accélère vraiment très vite, Mathieu, les prix, encore une fois, des services, de l'alimentation. Je lisais les 6,6% de hausse des produits frais, les produits manufacturés. L'accélération, elle est vraiment rapide, là, pour le coup ? Alors non, elle reste encore maîtrisée. C'est-à-dire que si les produits frais augmentent, c'est pour aussi d'autres raisons. C'est aussi beaucoup lié aux services de transport, et donc c'est aussi quand même lié à l'énergie. Pour le moment, on n'est pas dans un phénomène d'augmentation très nette des services qui sont pas très exposés en fait à l'énergie. Donc en réalité, c'est parce que les salaires restent très maîtrisés. J'allais dire, à part le SMIC qui est revalorisé automatiquement, aujourd'hui, on a des salaires qui augmentent moins vite que l'inflation. On sera sur 3% a priori cette année de hausse des salaires. Oui, 3%, mais avec une inflation qui sera certainement au-dessus de 4%. Donc ça veut dire que des salaires réels qui seront négatifs. Donc on encaisse là pour le coup réellement une perte de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que autant sur le quinquennat, finalement le pouvoir d'achat s'est plutôt amélioré, autant sur 2022 on va avoir un vrai recul du pouvoir d'achat, en particulier des actifs. Et en tout cas ce choc de prix qui se propage à l'ensemble de l'économie, pardon, encore me taxer de noir, mais c'est quand même pas de très bon augure. Non, c'est pas de très bon augure parce que comme j'essayais de dire là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est-à-dire qu'on le voit à partir du moment où c'est un choc importé, lié à une inflation importée, lié aux hydrocarbures, et que cette énergie elle est essentielle dans nos systèmes de production, de transport, de chauffage, et qu'on ne produit pas ces hydrocarbures, forcément on va payer ça plus cher. Et plus les prix de l'énergie sont élevés, plus ça nous coûte cher, et plus il va falloir que on encaisse ce choc inflationniste. Et donc soit c'est les salariés qui l'encaissent, et à ce moment-là on n'a pas d'effet de second tour et on aura peu d'inflation, mais par contre une grosse perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Soit c'est les entreprises qui l'encaissent et elles peuvent perdre beaucoup de marge et de compétitivité, soit elles répercutent ça dans leur prix et on a une spirale qui sera plus inflationniste, soit c'est l'État qui vise à compenser avec des boucliers tarifaires ou d'autres mesures, ça fait du déficit, et là on a un coût de budgétaire. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle va être le partage de choc inflationniste. Qui paye la facture ? C'est les salariés, les entreprises ou l'État. Et ça sera un peu les trois. Jusqu'à présent, c'était l'État qui a payé, pour partie. Alors, pour partie, avec le bouclier tarifaire, mais on voit que malgré le bouclier tarifaire, malgré les mesures qui ont été prises, on a quand même une inflation à 4,8%. Donc on n'est pas sur un scénario non plus à 2%. Donc on voit bien que malgré les mesures prises, ça nous a permis d'économiser 1 ou 2 points d'inflation, ce qui est loin d'être négligeable. Mais ça compense pas l'ensemble du choc inflationniste. Et surtout, c'est extrêmement inégalitaire comme choc. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas exposé de la même façon à ce choc énergétique. Et donc en fonction de votre lieu d'habitation, vos modes de transport, votre niveau de vie, vous n'avez pas encaissé de la même façon ce choc-là. Et on parle d'une inflation durablement élevée sur combien de trimestres ? Parce qu'il y avait Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui disait ce week-end, je crois que c'est dans le JDD, que la France est entrée dans une économie d'inflation durable. Durable, c'est quoi ? On parle en mois, en trimestres, en années ? Durable, c'est normalement en années. Trimestre, ça reste du court terme. En années, c'est-à-dire que il y a quand même des changements de paradigme, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que même s'il y a une désescalade sur la guerre en Ukraine, ce qui n'est pas gagné non plus, ce qu'on voit quand même pas pour le moment, il y aura quand même des relations avec la Russie qui vont être très complexes pendant assez durables. Donc on est dans un scénario où probablement on va finir par avoir un embargo. Et donc c'est vrai que créer une forme d'indépendance énergétique vis-à-vis de l'énergie russe, ça va prendre du temps, ça nécessite des transitions rapides qui sont coûteuses, qui sont plutôt plus inflationnistes. On a un problème sur les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial
et la stratégie zéro Covid de la Chine, qui entretient aussi des prix élevés, notamment sur certains composants industriels. On voit qu'on on envisage de mettre une taxe carbone aux frontières européennes de façon à renchérir le coût des importations les plus polluantes. Voilà, il y a une forme de démondialisation qui s'opère. Donc tout ça, de toute façon, conduit à imaginer qu'on va vivre durablement avec une inflation plus élevée. On était aussi dans une inflation qui était très très basse pendant plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il faut s'imaginer que ça va changer un certain nombre de choses, et notamment, y compris les rapports sociaux, les revalorisations salariales, savoir comment on indexe un certain nombre de prestations. Donc c'est des nouveaux enjeux qui s'ouvrent à nous. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci beaucoup David. Salut.